Laura, je vais un tout petit peu présenter ton parcours. Tu vas revenir, c'est toujours intéressant pour des étudiants de notre école. Donc, d'une part, on est ravis d'inviter Jennifer Buick ce soir à l'école d'architecture de Nantes. Donc, on le fait, nous, dans le cadre d'un projet court qui s'appelle Territoire hypothétique. Et donc, on a une trentaine d'étudiants qui travaillent aujourd'hui sur un peu une hypothèse prospective de ce que serait l'analyse. On est plutôt dans des territoires dits périmétropolitains, à la Fouassière, pour ne pas citer cette commune. Et donc on est ravis d'inviter Jennifer Buick, qui est architecte de formation. Donc ça c'est aussi intéressant pour vous, c'est de voir aussi, voilà, quand on est architecte, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, dans tous les parcours multiples et variés qu'on peut avoir. Jennifer, elle a travaillé d'ailleurs dans des bureaux d'études ou en architecture paysage. Et puis elle a soutenu une thèse de doctorat en esthétique en 2010. Alors j'ai noté autour de 3 notions, peut-être si tu feras le lien, on ne sait pas, entre pays, paysage, paysan, pour interroger ce qu'étaient des fabriques contemporaines, métropolitaines. J'ai noté qu'à la suite, tu as pu être maître de conférence à l'Université de Grenoble, l'Institut d'urbanisme, pendant plus d'une dizaine d'années. Donc ça c'est aussi intéressant de voir les territoires qui ont été investigués, je pense qu'on en reparlera. Et tu as pu aussi être professeur invité à l'université de Louisiane, je ne sais pas comment on dit, la Louisiana State University. Et aussi tu as été lauréat de la Villa Albertine en 2022 à Chicago. Et aujourd'hui on t'invite plus particulièrement dans le cadre de la publication d'un ouvrage qui s'appelle La part terrestre, et qui fait suite aussi à ton invitation à diriger les recherches soutenues en 2022 et qui posait cette question du lien entre, pour dire assez largement, entre les humanités environnementales et l'urbanisme. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je te passe le micro où il y a celui-là aussi. Est-ce que celui-là fonctionne? On appuie dessus. Celui-là fonctionne, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Julie pour cette présentation, pour l'invitation et puis voilà, tous les collègues du master qui m'ont permis cette invitation. Et je remercie aussi les amis, notamment que je reconnais, de l'UMR AU, de l'équipe nantaise qui sont présents dans la salle. Ça me fait très plaisir d'être là. Et je suis aussi contente de pouvoir parler de recherche parce que dans mon activité aujourd'hui, donc je suis professeure en urbanisme et aménagement à l'Université Gustave Eiffel et j'occupe des fonctions de direction adjointe d'un laboratoire qui s'appelle le Lab Urba. Et voilà, c'est une belle équipe, une grande équipe et ça ne me laisse pas toujours le loisir de pouvoir parler, faire de la recherche. Et donc je suis contente de pouvoir partager avec vous. Certes, je vais partager un ouvrage. On a peut-être l'impression quand c'est un ouvrage, c'est un objet qui est bien ficelé, qui est construit. C'est vrai qu'il vient faire une synthèse d'éléments qui ont été travaillés pendant plusieurs années. Une dizaine d'années, mais en même temps, c'est peut-être aussi une posture personnelle. Pour moi, je le considère aussi comme un premier ouvrage. Donc, je voudrais dire toute l'humilité que j'ai par rapport à ce travail, et que quand je le présente, j'aime le présenter aussi comme une pensée qui est toujours en train d'évoluer. Donc, je vais vous présenter cet ouvrage sous une forme d'une traversée. Cette traversée, elle sera inédite pour aujourd'hui. Une autre fois, j'aurais fait différemment. Et puis, celles et ceux qui étaient là à ma soutenance de HDR, parce que peut-être parmi vous, certains étaient en visio ce jour-là, et y ont assisté, bien normalement, vous n'avez pas du tout le même texte. Voilà. J'espère que quand même, vous vous y retrouverez, mais a priori, vous n'aurez pas la redite totale. Que vous dire sur cet ouvrage? Ce qui m'était déjà été dit, c'est qu'effectivement c'est issu d'un travail universitaire, donc l'habilitation à diriger des recherches, qui est une étape dans la carrière universitaire quand on veut encadrer des recherches et notamment encadrer des thèses. Elle a été rédigée, vient de publier en fait cet ouvrage en 2025, même 2026 en fait. Il a été rédigé en 2020. Donc ce qui veut dire que pour moi, il a
il est passé. Il est passé, bien qu'il soit, je dirais, dans notre actualité partagée, mais le moment où j'ai écrit, c'est en 2020, donc c'est un moment Covid. Voilà, où les chantiers de recherche aussi ont été bouleversés. Et donc, entre le moment où il a été écrit et le moment où il est publié, il n'est pas possible de le retransformer. Hein. Donc, avec la conférence, je me permets de le modifier un peu pour vous le relire un peu autrement. Cette conférence, elle va s'articuler autour de 3 parties. Une première qui va présenter l'ouvrage en faisant une traversée rapide, une présentation rapide. Donc c'est une traversée. Un deuxième temps qui sera plus long sur un focus sur un territoire, sur une situation qui est le delta du Mississippi. Et ensuite revenir sur la question posée par l'ouvrage qui est quelle est la teneur du tournant environnemental ou du tournant écologique plutôt de l'urbanisme. Alors sans avoir la question complètement formulée comme ça, elle est vraiment énorme. Moi j'ai qu'une pierre à l'édifice voilà, d'une réflexion qui est collective. Et la tentative de ce travail, pour moi, elle était double. D'une part, de prendre le temps de faire une forme d'état de l'art sur ce dont tu parlais, Julie, sur cet intercroisement entre des dynamiques propres aux humanités environnementales, à l'écologie politique et d'un autre côté, le champ de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc il y a tout un pan du travail qui est vraiment regrouper des littératures, les rassembler, les organiser, c'est un travail, voilà, des formes d'organisation, d'archivage. Et le deuxième manière de travailler qui est présentée dans cet ouvrage, c'est de s'investir, de se plonger dans des lieux, dans des situations pour éprouver ce tournant environnemental. Donc, on a donc la façon de l'éprouver par la littérature, par l'état de l'art, et une autre façon par des situations, on va dire, paradigmatiques. Et la volonté de cet ouvrage, donc c'est une tentative d'adresser, je pense, des questions à l'urbanisme, pas tant de définir en fait une feuille de route, même si peut-être dans ma conférence ça va peut-être avoir l'air un peu d'adresser des feuilles de route, mais on va dire que j'adresse plutôt des questions, il me semble. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je me suis dit que ça pouvait être pas mal dans la relecture, en fait, de faire des relectures, pour en parler. Et donc là, je viens d'utiliser le mot urbanisme, je vais faire juste une seule définition pour essayer de partager un cadre commun, et donc elle est absolument risquée, donc, parce que ce terme urbanisme, il n'est pas facile à définir, il y en a plein de définitions, donc dans l'ouvrage, dans l'introduction, il y en a une, et je pense que c'est bien de se dire, ce que vite fait quand on va être dans l'explicitation de modèles, en interrogation, quand on va être dans des situations, notamment dans le cas de Mississippi, on va se demander, mais en fait, finalement, de quoi on parle. Et puis comme j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, c'est une question qui me semble totalement légitime. Donc, eh bien, dans le prologue, dans l'introduction, à la fois domaine de connaissance et praxis, ça c'est pas de moi, le domaine de connaissance et praxis, c'était Alain Bourdin en 2015, l'urbanisme, alors là il y en a plein qui ont écrit sur l'urbanisme, on peut partir de Chauvet à Sabine Barre, en passant par Nadia, déjà tout un panel. Et pour moi, un geste construit par lequel un territoire donné est observé, modifié ou préservé. Son action, qui peut se déployer dans d'autres sphères que celle du seul espace bâti, se fonde sur un instrument privilégié, donc que je vais étudier particulièrement, qu'on appelle le projet urbain. Après, 2 types de projets urbains, donc Nadia les définit. Il y en a un qui est complètement généraliste et qui regroupe tout, finalement, les outils de l'urbanisme. En fait, la façon, c'est un raccourci de langage pour le projet d'urbanisme. Et après, il y a le projet urbain, qui est un outil consacré, une méthode à la française. Et bien, figurez-vous que j'ai choisi le plus large possible, donc la version projet d'urbanisme. Et donc, la traversée que propose cet ouvrage, c'est donc de regarder
cet urbanisme dans cette possibilité d'observer, effectivement, de modifier ou de préserver par des gestes possiblement non construits un territoire. Cette observation de l'urbanisme, elle se fait au prisme d'une hypothèse en postulant, du fait d'un contexte, du fait de littérature, du fait d'actualité, qu'il y a un tournant terrestre. On a parlé du tournant spatial précédemment, peut-être d'un tournant écologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tournant terrestre? S'il y est dans le champ de l'urbanisme, en fait, quelle en serait sa teneur? Est-on dedans? N'est-on pas dedans? Et quel est ce qui nous attend par la suite? En tout cas, les questions que l'on doit adresser à la discipline. Alors, c'est un fil difficile à tenir, à la fois scientifiquement parce que les objets ne sont pas forcément tenus. C'est un engagement aussi, c'est une envie d'essayer d'aller vers ce sujet très clairement, avec des mondes qui ne sont pas forcément toujours réconciliables. Et c'est aussi marcher sur un fil, entre un optimisme un peu déraisonné, de se dire on a des outils, on a des façons de faire, on a des solutions, et en même temps un défaitisme qui est aussi tout à fait entendable, de se dire je ne sais pas à quoi bon, et d'ailleurs l'urbanisme est une part du problème, etc. Et donc se tenir loin de ces deux écueils-là, d'un optimisme et d'un défaitisme, et se dire qu'est-ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la marge. Et c'est pas tant la posture de qu'est-ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on peut maintenir, qu'est-ce que le geste finalement, qu'est-ce que la nature des domaines d'intervention de l'urbanisme, quelles sont la nature des équilibres qui sont pris en compte, quelles sont les nouvelles échelles, les nouvelles dimensions en fait de ce geste. Alors, cette question de geste, elle était dans la définition, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la question de geste. Mais dans la relecture aujourd'hui, j'ai voulu pointer le mot geste, parce que finalement, c'est une petite anecdote presque dans l'ouvrage, que j'ai choisi de relever aujourd'hui. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage s'appelle « L'appart terrestre, nourrir l'urbain à sa teneur écologique ». Mais il a été vraiment en balance avec d'autres titres, donc on va en discuter, mais c'est pas très intéressant, et qui auraient donné lieu finalement à d'autres façons de raconter l'ouvrage. Et il y en a vraiment une qui était autour du geste. Donc aujourd'hui, je vais mettre en valeur le geste. Et ce geste, pour pouvoir le mettre en valeur, je m'appuie sur plusieurs ouvrages, mais il y en a un que je vais citer aujourd'hui, qui est un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Wilhelm Flusser, qui est décédé. Son ouvrage s'intitule Les gestes. Il est paru en 89 et il a été réédité plusieurs fois depuis. Et donc je vais juste introduire le geste parce qu'à la fin j'essaierai d'y revenir comme une petite virgule sur laquelle on revient. Donc les gestes du philosophe Wilhelm Flusser décrivent sous la forme de courts extraits l'existence humaine à partir de ces gestes, et ce en postulant que notre existence se manifeste justement par nos gestes. Écrire, téléphoner, planter, faire, mais aussi fumer la pipe, se raser, écouter de la musique, font partie de l'ensemble de ces gestes ontologiques analysés dans l'ouvrage de Wilhelm Flusser. L'un des gestes détaillés par Wilhelm Flusser illustre, de mon point de vue, bien la démarche dans laquelle je me suis située. Il s'agit du geste de retournement des masques. À comprendre au sens large, le masque est pour Flusser l'œuvre ou la production commune au tailleur, à l'auteur dramatique, au législateur, ça ce sont des citations, et donc aussi à l'urbaniste. En empruntant cette métaphore, ce que fabrique l'urbaniste n'est autre qu'un masque. Donc, il convient peut-être de préciser que ma démarche n'est pas d'observer l'esthétique de ce masque, bien qu'on va passer du temps à regarder les photographies qui a été produit, ni d'analyser ce qui se trouve derrière le dit masque, ce qu'il cacherait en quelque sorte. L'objectif de mon enquête est en fait de retourner le masque pour le voir de l'autre côté, et donc de rendre visible le côté intérieur. Une telle action nécessite de prendre de la distance par rapport au masque. Elle permet une vision, on va dire, post-historique de l'acte de fabrication du masque. En effet, bien qu'il le fabrique, celui qui fait le masque
ne voit bien souvent pas le côté intérieur. Le créateur de Mars le produit en fonction de la scène où celui-ci sera mobilisé. Il regarde la scène à travers le masque, même quand ce dernier n'est pas encore fait. Voilà, et là je donne une citation de William Flusser, parce que jusque-là ce n'était pas de William Flusser. Il dit ce que l'on voit surtout quand on regarde le côté gris est ce que l'on appelle avec élégance la structure du masque, son programme, et le programme selon lequel il a été fait, et le programme qui a programmé le programme de fabrication de masques. Celui qui retourne le masque regarde l'action du côté faux, c'est-à-dire du côté d'où l'action, l'histoire n'a aucun sens. Il s'agit d'une vision qui permet de voir toutes les histoires possibles, qu'elles soient réalisées, passées ou non. D'une vision qui compare toutes les histoires vues du côté faux, structurel. Donc, le geste de retourner les masques est le geste de celui qui joue avec l'histoire et non pas un rôle dans l'histoire. Donc, allez, c'était l'introduction, mais c'était plus rapide. Donc, ce que fait l'ouvrage, c'est la petite traversée, c'est de proposer d'étudier ce tournant à travers deux formes de corpus, le corpus de situation et le corpus un corpus qui serait plus de modèles. On va voir après. Le corpus de situation, c'est un choix, je dirais, qui est singulier, qui est propre, qui révèle des choses qui sont très personnelles, peut-être aussi d'époque. Clairement, donc il y a 3 situations qui sont une entrée en matière dans l'ouvrage. Grenoble, et ça a été dit, j'y ai été pendant 10 années, et Grenoble est considérée comme une capitale verte. Donc je me suis dit que sans doute c'était un territoire d'études sur lequel j'avais une connaissance sur une dizaine d'années de pratique sur place, différents projets pour pouvoir raconter cette histoire d'une capitale verte, parce que ça a été la capitale européenne, la capitale verte européenne, essayer de regarder qu'est-ce qui se cache, mais cache c'est pas le bon mot, c'est pas comme si on essayait de divulguer, de cacher quelque chose, mais qu'est-ce qui est la structure en fait de ce vert grenoblois, comprendre l'allégorie de cette couleur. Et ce que donne à voir, c'est que en fait, l'urbanisme écologique à Grenoble n'a jamais a évolué, en fait, n'a jamais été clair, il ne veut pas être défini. C'est parfois du côté de la scène politique institutionnalisée, c'est parfois du côté des oppositions, c'est même quand c'est du côté de l'institutionnalisation, il y a des oppositions, qu'il n'y a pas de domaine de prédilection, qu'ils vont évoluer, qu'il n'est pas donné, et que c'est surtout une forme de construction d'une scène, d'une série d'acteurs différents, et qu'en rien on puisse considérer qu'il y ait clairement une situation de modèle, mais ça me semblait très important pour moi de dire d'où je parle. Ensuite, il y a ce territoire qui est le delta du Mississippi, qui est mon territoire dans lequel j'ai finalement atterri, dans lequel j'ai choisi d'aller. Qui n'est pas un territoire que je vais comparer avec Grenoble, pas plus que un territoire mobilisé, mais dans lequel je trouvais que les savoirs autour de l'urbanisme écologique étaient vraiment questionnés. C'est un territoire paradigmatique, donc j'y reviendrai. Donc c'est l'étude du Mississippi en son delta, à l'épreuve du naufrage des sols. En fait, les sols du delta connaissent une submersion. Comment les choses s'organisent, comment les communautés continuent d'exister dans ces territoires, comment l'urbanisme fait sa part et quelle part fait-il. Et un troisième terrain, qui est un terrain différent, je dirais un terrain d'époque, un terrain de l'actualité, de contexte, et qui va permettre, c'est une autre approche, parce que forcément l'approche de terrain de Grenoble n'est pas celle du Mississippi, n'est pas celle de Notre-Dame-des-Landes. On pourrait revenir sur les approches méthodologiques, mais là il y a 3 approches de terrain qui sont différentes. Forcément sur Notre-Dame-des-Landes, c'est un territoire qui a donné lieu à beaucoup de littérature, donc c'est aussi les mettre à plat, les donner à voir. Sur ce terrain-là, il y a du travail d'enquête et de terrain, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant en premier, parce qu'au regard de ce qui a été fait au delta du Mississippi, au regard de ce qui a été fait à Grenoble,
on n'est pas dans le même registre. Donc ces 3 traversées, 3 situations qui viennent chacune adresser des questions à ce tournant écologique. La deuxième partie, celle sur les modèles, après je m'arrêterai là sur cette traversée, donc sur cette première partie, c'est voilà, c'est de choisir 3 modèles qui sont mobilisés, qui sont sur le devant de la scène, et qui sont mobilisés quand on parle voilà, communément d'urbanisme écologique. Et de voir dans ces modèles, non pas tous les aspects critiques et toutes leurs limites, mais voilà, de regarder les questions qu'elles adressent aujourd'hui à ce tournant. Donc les 3 notions qui ont été retenues, les 3 modèles d'aménagement, sont celui de la ville durable, qui est le premier on va dire, qui émerge et qui reste le modèle voilà, le plus important, donc, qui est qualifié dans l'ouvrage comme une forme d'une chimère, qui est donc inatteignable mais qui quand même permet de faire avancer. Et dans les aspects qui sont les plus finalement intéressants et les savoirs qui sont les plus mobilisés dans la littérature autour de la ville durable, c'est la coopération clairement entre les acteurs. Peut-être institutionnalisés, vous me direz, mais sans les savoirs qui, on va le voir, dans le territoire du Mississippi, on est très très loin de ces systèmes de coopération. L'autre modèle qui a été étudié, c'est les modèles de ville en transition, les transitions, comme vous voulez les appeler. Et là, pour regarder finalement quels sont les menus ressorts du projet urbain au cœur d'une ville néolibérale, en disant voilà, c'est un système qui est plus dérégulé et dans lequel, comment on peut atteindre les objectifs et quels sont-elles dans un contexte de dérégulation. Et le troisième qui a été étudié, qui est moins consensuel dans le sens de l'urbanisme, dans le champ de l'urbanisme, notamment quand on le qualifie en tant que modèle, parce que ce n'est pas un modèle, mais c'est se confronter à cette notion d'effondrement. Se dire voilà, le fait que des limites sont dépassées, il y a des régulations avancées, voilà, mais aller au-delà du déni, des angoisses, pour voilà, regarder ce qui se dit. Voilà, en dehors de la profession et dans la profession pour voir ce qu'il y a à apprendre. Et autant, voilà, ce qu'on retient de la ville durable, ça peut être la coopération officielle entre des acteurs, voilà, les outils qui sont mis en place, au niveau de la transition, effectivement, les démarches plus bottom-up et celles, je dirais, plus concrètes, enfin, plus disruptives de l'effondrement, je dirais, je retiendrai le fait que on admet le pessimisme, enfin, on le prend en pleine face et on l'organise. Parce qu'une fois qu'on l'a admis, en fait, il faut pouvoir une forme de dépasser. Donc, il faut ce que j'appelle organiser son pessimisme. Ce n'est pas non plus inintéressant. Et après, je reviendrai sur la fin de l'ouvrage, dans la dernière partie, donc je vous propose de plonger dans une des parties qui est celle sur le delta du Mississippi. Donc sur cette partie, sur ce delta du Mississippi, vous avez là une carte, qui est une carte qui a été réalisée par un groupement d'architectes d'urbanisme et de paysagistes et pilotée par l'agence West Heights. Et cette carte, elle montre une partie des États-Unis. Vous voyez ici la Floride et là le golfe du Mexique. Et donc ici vous avez le Mississippi, vous voyez toute son ampleur, ses affluents. Et vous voyez que cette carte, elle accompagne d'autres cartes que l'on voit ici, où on voit comme un flux de matière dans le Mississippi. Ce flux de matière, c'est le flux sédimentaire. Et ce que montre ce jeu de cartes, c'est la corrélation entre le nombre de barrages le long du Mississippi, à travers le temps, et le volume de sédiments qui sont transportés dans le Mississippi. En gros, le Mississippi, donc, c'est clairement normalement un fleuve, mais ça peut être considéré comme une infrastructure socio-technique d'envergure paradigmatique qui traverse les États-Unis donc, de part en part, qui prend une proportion de territoire énorme sur ce pays et qui est canalisé, artificialisé non seulement le long des rives,
non seulement au fond du lit du fleuve, mais aussi par tout un réseau de barrages. J'avais décidé de ne pas en parler, mais je ne peux pas voilà, je n'arrive pas, donc je suis désolée. Donc ici se trouve Chicago. Chicago est normalement complètement déconnecté, puisque normalement est connecté au système des Grands Lacs. Et pour vous dire le niveau d'artificialisation, c'est que normalement les rivières de Chicago, en fait c'est une zone marécageuse comme ça, un peu plate. Donc les rivières de Chicago, elles coulent dans le sens du lac. Et en fait, les rivières de Chicago, elles ne coulent pas dans le sens de lac, et ce depuis 100 ans, parce que leur sens a été inversé. C'est pourquoi la zone est un peu rouge. Elle a été inversée pour pouvoir éviter que les rivières de Chicago, qui sont en fait un tout à l'égout, enfin, qui ont été un tout à l'égout, envoient les égouts dans le lac de Chicago, qui est la réserve d'eau potable, notamment de la ville de Chicago, mais pas que. Donc ces rivières ont été inversées, donc sur plus de 200 km, 300 km, pour pouvoir se connecter donc à la rivière que l'on trouve là. Et donc, à force, par voie de conséquence, Chicago, qui n'avait donc rien à voir avec le public, se retrouve être une des sources, enfin, les égouts de Chicago, ou les habitants de Chicago se retrouvent être une des sources artificielles du Mississippi. Donc, le volume sédimentaire a changé en termes de volume, mais en termes de nature, vous l'avez compris, bien aussi. Donc c'est un territoire dans lequel moi j'ai été plongée avec une résidence longue de professeurs invités à la Louisiana State University qui est à Baton Rouge. Baton Rouge, c'est la capitale de l'État de Louisiane. Capitale, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est la ville fédérale, bien que la ville la plus connue de la Louisiane soit la Nouvelle-Orléans. Alors, Baton Rouge n'est pas dans le delta, c'est l'entrée du delta, et la Nouvelle-Orléans, c'est l'exutoire du delta. C'est que pour moi, travailler sur le Mississippi, c'est travailler sur une construction, un aménagement qui est paradigmatique des aménagements modernes. C'est paradigmatique aussi par son ampleur, par sa transformation globale de cette infrastructure naturelle en un écosystème socio-technique de très grande envergure. L'étudier aussi, c'est l'étudier dans un contexte de bouleversement écologique. Alors la terre, le sol du delta du Mississippi, donc ça c'est une vue de la NASA en fait, une vue satellitaire. Et vous voyez très clairement les parties très vertes sont des parties du sol confirmé. Okay, et voilà, c'est du sol, c'est clair. La partie bleue, ça va de soi, c'est la mer, donc dans le golfe. Et puis les parties intermédiaires, que vous voyez toutes celles-là, c'est les parties submergées. Et cette submersion avance à vitesse grand V. Donc ce que vous voyez là, c'est sur 20 années à peu près. Pour juste vous situer, donc je vous parlais de Baton Rouge, excusez-moi, situe là, à l'entrée du delta. Vous avez la Nouvelle-Orléans qui se situe ici. Juste pour situer dans le discours, donc ça s'appelle le lac Pontchartrain, c'est partie aussi du système à la fois naturel et du système artificiel pour réguler les crues, les inondations, le flux, etc. Et en termes de langage aussi, on a ici, ça s'appelle le pied d'oiseau. C'est l'exutoire naturel actuel du Mississippi. Et sur la carte, vous voyez aussi un autre élément qui est important, c'est cette rivière-là, qui est un bayou, qui s'appelle la rivière Atchafalaya. Cette rivière, elle est importante parce que, comme tout bayou, en fait, on voit celui-ci, on en voit là, les bayous de la Fourche. En fait, le Mississippi, grossièrement, dans son delta, tous les 1000 ans, à peu près, il change de vie. Au-delà de la bascule écologique renforcée par le changement climatique, renforcée par l'artificialisation grande ampleur du Mississippi. Et là, il se passe quelque chose. Si vous regardez bien cette carte, normalement, tout le monde le sait, une rivière, elle prend le chemin le plus court, en fait. Et donc là, pour rejoindre la mer. Et là, on voit qu'elle reprend le chemin qui, je ne sais pas si c'est le plus long, mais il est assez long, et que le chemin le plus court, en fait, c'est l'Atchafalaya. Et ce que vous remarquez aussi, ça veut dire donc que là, ce qu'elle veut, la rivière, c'est d'aller là.
Si elle part là, en fait, il n'y a plus d'accès portuaire à la Nouvelle-Orléans, il n'y a plus d'accès portuaire à Baton Rouge, et il n'y a plus d'accès portuaire dans toute cette zone qu'on appelle, ça nous reviendra, oui, c'est l'allée du cancer, pourquoi ne pas, c'est ces 150 miles qui sont remplis par 100 industries pétrochimiques. Et c'est le delta du Mississippi, c'est la plateforme pétrolière et d'hydrocarbures des États-Unis dans leur territoire. Donc on a un port ici qui est là, qui s'appelle Port Fourchon, qui est le port pour le offshore, et certains d'entre vous doivent connaître la catastrophe Deep Horizon, et c'était à cet endroit. Donc, si la rivière change de lit, en fait, le modèle économique sur lequel est basé le territoire n'est pas tenable. Mais la rivière change de lit régulièrement, donc à ce niveau-là, il y a des fameux barrages qui s'appellent un lock, en fait, en anglais, et qui permet, quand il y a vraiment trop de flux d'eau, quand le débit est vraiment trop fort, et que ça va donc inonder Baton Rouge, et que ça va inonder la Nouvelle-Orléans, que ça va avoir des catastrophes d'ampleur, en fait, d'ouvrir, et donc de déverser ici, dans la vallée de la Chapalaya River. Mais la vraie raison d'existence de ce verrou, c'est d'empêcher qu'on aille à la vallée de la Chapalaya River. Et donc, vous voyez un autre truc qu'on voit sur la carte, c'est que quand on ouvre pour délester, on ouvre de plus en plus souvent, en fait, ce barrage, eh bien, donc l'eau traverse, mais elle mène des sédiments. C'est pourquoi sur la carte, vous avez ce vert foncé, c'est-à-dire que ce territoire gagne en terre. Donc, perd en terre ici, et donc au bout d'un moment, d'ailleurs on peut se demander en ayant tout canalisé si on travaille encore sur un delta, et ce delta est figé et il est en reconfiguration. Cette reconfiguration, elle est en partie, je dirais, involontaire, propre à tout delta, et elle est largement accélérée dans le contexte de l'érosion de ces sols. Cette érosion des sols n'a rien à voir avec le changement climatique, c'est cette artificialisation de l'ensemble, en fait, de la rivière et de son bassin versant qui fait que les sédiments, en fait, il y en a moins, qui circulent plus vite et qui vont directement au fond de la mer par là. Donc on ne les capte pas, donc il y a une remontée de l'eau. Cette remontée de l'eau, là où elle est connectée avec le changement climatique vraiment, c'est qu'en fait, le dérèglement climatique produit des tempêtes, etc., qui vont générer une avancée du trait de côte, et cette avancée n'est pas régulière. Donc il n'y a pas une avancée comme ça va être une avancée en éponge et par des grandes percées. Donc, avec un phénomène d'incertitude, de hasard avancé. Donc l'étudier, ce delta du Mississippi, c'était intéressant pour moi parce que c'était un aménagement paradigmatique lié avec les objets qui m'intéressent, voilà, beaucoup de démarrages autour du paysage. Et aussi parce que cette bascule écologique, elle est importante. Et d'autre part, le troisième élément, c'est qu'il y a un projet, je ne sais pas si c'est assez bien fait ça, il y a un projet d'envergure, en fait, d'essayer de s'adapter dans ce contexte-là. Alors, c'est de nouveau une carte issue du plan de Westside. Et sur cette carte-là, ce que l'on voit, c'est les différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Alors, bon, ça fait assez abstrait quand on les voit comme ça. Avant de parler des dispositifs, on se resitue. Donc, on voit bien la disparition du pied d'oiseau. On voit bien Port Fourchon qui est là. La vallée de la Chapalaya River qui va gagner de la terre par elle-même. Et bien sûr, le Mississippi qui reste, l'hypothèse Mississippi reste dans son lit actuel, qui n'est pas forcé de pouvoir réussir. On voit des zones rouges. Les zones rouges, c'est des zones où on va avoir des apports de terre. De différentes manières. Alors, soit on va essayer de protéger de la montée par des protections structurelles, voilà, parce que en fait, la montée des eaux, elle peut arriver de partout. Elle peut arriver de la mer, ou elle peut arriver d'un lac, ou elle peut arriver d'un rivière. Donc il y a renforcé un système de protection, ça ce qui a toujours été fait dans ce territoire. Il y a des stabilisations des berges, ça va avec, des restructurations des barrières ostréicoles, alors notamment les îles barrières, ça va aussi avec les îles barrières. Vous voyez dans la carte précédente, on voit quelques îles qui se maintiennent là. Normalement, il y a vraiment toute une série d'îles fines qui existent, donc une volonté de les renforcer, de les structurer. Une volonté d'écologiser, enfin de réécologiser
les territoires par des plantations de forêts, donc ça permet de stabiliser les sols. C'est aussi des façons, c'est pas seulement de planter, mais en fait, c'est des cultures sur brûlis. Donc on va brûler des grandes parties du territoire pour renforcer les réseaux racinaires. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? La création de marais comme système de protection. Et pour faire du transport de terre, après il y a des restaurations hydrauliques, j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais il y a un autre truc, c'est la dérivation sédimentaire. Ça veut dire qu'au-delà de continuer à créer des systèmes de protection, ils se naturalisent, puisqu'avant on ne mettait que des endiguements. Donc là, ils se naturalisent, ils se diversifient, ils prennent d'autres échelles, et ils ne sont pas que le long du linéaire de la rivière. Et bien là, on va créer des percées dans la digue pour transporter des sédiments, histoire qu'ils n'aillent pas directement au fond de la mer. Alors, les aménageurs de ce territoire, eh bien, ce sont des ingénieurs de l'armée américaine, donc Army Corps of Engineers. C'est un héritage du New Deal et c'est eux qui sont aujourd'hui à l'organisation de la réécologisation de ce système. Mais bon, c'est aussi, ça c'est une façon de le dire, parce que c'est quand même aussi une manière d'essayer de maintenir du sol, mais de maintenir du sol pour maintenir un certain type d'activité. Et donc, le troisième élément pour lequel je trouve qu'il est paradigmatique ce projet, c'est qu'il y a un projet d'envergure de redescendre des sols. Ça, c'est une slide c'est la slide du démarrage. Donc, il s'agit simplement de la vision en noir et blanc de l'image satellitaire, parce qu'il est hyper difficile de faire une carte de ce territoire qui ne fait que bouger, pouvoir le montrer à quelle échelle, et en même temps, il est très important. Enfin, vous découvrez peut-être ou peut-être pas ce sujet, mais dans le territoire du Mississippi, en fait, c'est un bon sujet. Voilà. Donc, même quand moi j'ai été professeur en équivalent d'école d'architecture, c'est pas un sujet lequel on parle avec les étudiants. Donc, moi, j'y suis arrivée en 2017. Et j'allais à la fac, disons, un jour sur deux, et j'étais associée au studio de projet. Et puis à chaque fois que je voyais les plans, tout ça, je disais coucou, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire dans des zones humides. Bizarre. Et c'était très compliqué. Et donc le lendemain, on allait voir ces territoires. Et donc ça a généré chez moi une dynamique d'enquête depuis 2017. Et une forme d'amitié pour ce territoire qui est très complexe et dans lequel je pense que j'ai encore des choses à faire. Donc, j'ai travaillé en plusieurs étapes, je dirais plusieurs années d'immersion, prendre un peu le pouls du territoire, le pouls des acteurs, identifier les bons interlocuteurs, et ensuite monter une équipe de recherche, aller ensemble sur place, et pour voir ce qui se joue dans cette disparition des sols. J'ai mené et j'ai continué encore après par la suite. En termes de méthodologie d'enquête, il y a un travail de littérature, je passe, il y a un travail d'entretien avec, il n'y a pas un acteur, l'acteur clé qui serait l'acteur aménageur de l'armée, il est inaccessible, il n'est pas possible de pouvoir échanger, malheureusement. C'est un territoire sur lequel il n'est pas facile d'enquêter. Donc pas facile parce que l'acteur principal, on ne peut pas l'interviewer. On peut dire que les autres acteurs principaux sont sans doute les industries pétrochimiques, par exemple, c'est pareil. Et dans l'idée que l'on a de faire enquête, on a souvent aussi des enquêtes de terrain. Et je sais que beaucoup dans cette salle sont aussi sensibilisés aux méthodes in situ, du transect, etc. Éprouver le transect, le mettre en œuvre, c'est vraiment difficile du point de vue d'échelle et du point de vue de l'accès à la notion d'espace public. Le transect nécessite qu'on ait accès à un espace public, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça nous a permis aussi, je dirais méthodologiquement, de faire des pas de côté. Et donc, en termes, pour revenir sur la méthode, des entretiens, des arpentages, et là, je vais cibler des zones pour vous raconter un petit peu plus en détail ce territoire. Et à titre personnel, j'ai réalisé des plans fixes de vidéos, très modestement, qui avaient pour but de documenter l'interface entre le sol et le milieu. Donc je ne suis pas une personne à l'aise pour aller prendre en photographie et pour aller discuter très finement avec les communautés. Donc clairement, il a été possible de le faire.
mais je ne suis pas anthropologue, et je ne me sentais pas de photographier la main de personne. Donc vous allez voir, c'est absolument déshumanisé. C'est que de la photographie de paysage. Ce n'est pas une photographie qui a été faite pour esthétiser, mais c'était une photographie qui n'est d'ailleurs pas une photographie, puisque là je vais vous présenter ce nombre de photographies, mais donc c'est des paysages en mouvement. C'est des séries et qui ont donné lieu à un film. Et donc il y a le film pour le Mississippi et il y a le film pour le delta du Mississippi, et j'ai aussi le film pour les rivières de Chicago qui fonctionnent en résonance. Alors je n'ai pas du tout voulu faire un film, c'était ces captures-là, vidéo. Une vidéo comme témoignage des situations d'interface. Voilà, et dernier élément avant de rentrer, donc je suis donc là, dans la traversée de l'ouvrage, c'est la traversée dans quelques-unes des photographies qui sont l'entrée dans l'ouvrage normalement. Et donc on va traverser ce territoire. Et les points qui sont marqués sur cette carte sont les points photographiques qu'on va aller voir. Donc là, on est à Bâton Rouge, on est au bord du Mississippi, on voit une des infrastructures qui traverse le Mississippi. Il est extrêmement difficile d'appréhender le Mississippi, de le voir. Alors, ok, là, il y a le brouillard, mais en fait, donc, je suis sur le système de levée, le système de digue, et ça vous montre qu'il n'y a pas cet espace public. Donc, la façon de le voir, ce serait de traverser le pont. Et ça montre aussi une idée un peu d'échelle des choses. La photo d'après, je suis exactement au même endroit et j'ai fait un quart de tour, donc je regarde face au Mississippi. J'ai fait un peu de biais tout à l'heure, donc le pont est pile à droite, donc photographie. Et donc là, je suis en fait à Bâton Rouge et je regarde la ville d'en face qui s'appelle Port Allen et qui donne le ton en gros du territoire et du type d'industrie qui ponctue les rives du Mississippi. Qui donne, voilà, si vous aviez l'idée d'un espace public marchable, partageable, on est très très loin. Et là où j'ai les pieds quand je fais la photographie, c'est une forme de musée, le premier musée, qui émane en fait, dont l'idée était déjà en réflexion en 2017, quand moi j'étais professeur invité à l'université, donc ça émane de l'université. C'est finalement des chercheurs en urbanisme qui bénéficient aussi de financements privés, etc., et qui ont donné à voir le territoire sous la forme de musée et aussi un centre de réflexion, donc sur la thématique de l'eau, et on va rentrer dedans. Ce musée, il y a des formes de grandes perspectives et des grandes cartes à l'image de celles par lesquelles j'ai commencé à projeter des images sur ce territoire, qui donnent à voir l'ampleur des modifications géo-environnementales. Mais il y a aussi une maquette, qui est une maquette utilisée par des scientifiques et sur laquelle nous marchons, et elle est grande comme un terrain de foot. Elle n'est pas accessible à tout le monde, et ce que vous voyez dans cette maquette, donc j'ai mis 2 photos. C'est une maquette où sont testés en fait voilà, le flux hydraulique. Je vois, c'est hallucinant, mais c'est pas ce qui est le plus hallucinant entre le retournement des univers et la maquette à cette échelle-là. Mais moi, ce que je trouve le plus hallucinant, c'est la différence entre les moyens qui sont dans la maquette et le fait que les gens ne savent pas. Et même avec ce musée, on ne sait pas, et je ne sais pas qui va dans ce musée. À chaque fois que je suis allée, il n'y a personne en fait. Et la maquette, elle reste surdimensionnée par rapport aussi à l'échelle du musée. Bon, on en a parlé assez longuement, mais je pourrais aussi m'enliser là-dedans. Et donc, ce que l'on voit là, c'est le système de capteurs où on vérifie les débits de l'eau et aussi les points noirs, c'est les sédiments. C'est l'évolution sédimentaire. Donc, ça donne lieu à plein de modélisations hyper compliquées, puis il y a des modélisations physiques. Et donc, on peut aussi modéliser les tempêtes, etc. Dans l'image d'après, je pense que vous avez tout de suite remarqué, c'est les dérivations sédimentaires. Attention, à l'échelle d'une dérivation sédimentaire, ça peut durer sur 50 km, ça peut avoir 3-4 km de large. Éventuellement, donc là, on n'est pas dans ce cas-là, 3-4 km de large, mais on est sur voilà, des plus petites. Et donc après, dans le diaporama, il y a des photos de cet endroit. Et elles ne sont pas placées du tout en concertation avec une quelconque communauté. Alors j'utilise le mot communauté parce que, à défaut d'autres mots, donc je francise un mot anglo-saxon qui est utilisé dans le territoire. Le mot commune laisserait entendre qu'il y a une structure communale. C'est pas vraiment ça. Ça fonctionne sous l'angle des paroisses. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'urbanistes sur place, ni dans les institutions administratives, ni dans des cabinets d'études privées.
Et d'ailleurs, bon, j'avoue ma naïveté, mais quand je suis allée en 2017, je m'étais dit, bon, il y a eu suffisamment d'événements climatiques majeurs pour qu'il y ait une forme de réinvention de l'urbanisme. Voilà, et c'était postulé avec trop d'optimisme, puisque en fait, c'était allé plutôt dans le sens de la disparition de l'urbanisme. Voilà. Et donc, après, ça pourrait être intéressant, mais je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, peut-être au niveau des questions, mais j'ai observé dans les entretiens, ça j'en ai fait pas mal aussi, des trajectoires professionnelles, des gens qui ont été dans le champ de l'urbanisme ou qui y sont de manière latérale pour regarder les parcours et les reconversions, à la fois dans le domaine professionnel et dans le domaine universitaire. Alors là, on est dans le bassin de l'Atchafalaya River, mais ce n'est pas l'Atchafalaya River que vous voyez, c'est un des petits affluents, enfin des petites rivières à côté, mais on est clairement dans les endroits qui prennent de plus en plus de terre. Donc ma traversée est une traversée qui part du nord et qui descend vers le sud, et donc là, j'ai quitté Baton Rouge et je suis le long du Mississippi. Là, c'est une infrastructure de grande ampleur qui s'appelle le Bonnet Claret Spillway, qui est un système de portes en béton et en bois qui peuvent s'ouvrir, mécanisées, en cas de montée des eaux pour pouvoir, je vais remonter en arrière parce que je sens que ça va être trop abstrait, donc en fait on est ici. Okay. Et en fait, ici, on va voir 3 séries de photos, et vous voyez ici des tout petits trains comme ça, et en gros, s'il y a trop d'eau qui arrive, et avant qu'on ait à ouvrir ici, en fait, on va ouvrir ici pour envoyer tout le Mississippi dans le lac Pontchartrain. Et donc, donc toute cette zone-là, finalement, devient inondable et devient en fait en train de s'enfoncer. Donc j'y reviens. Donc on a celui-là. Là, c'est en fait, je suis exactement au même endroit, mais j'ai tourné le dos. Donc là, je regarde le Mississippi, puis on est dans cette espèce de terrain. Donc ça, c'est la partie avant les portes, mais voilà, un peu intermédiaire. Et on voit dans le fond les industries pétrochimiques que l'on retrouve l'un et de l'autre côté de la rive, avec ces images qui sont caractéristiques de cette pincère allée, qui ont été fortement médiatisées, avec ces tombes qui sont en plus, qui à chaque submersion flottent dans ce territoire. Le territoire s'appelle pincère allée parce que le taux de cancer est très élevé. Les personnes qui vivent là sont clairement des personnes, on va dire, captives, avec un très haut niveau de vulnérabilité sur tous les aspects sociaux. Chaque communauté mériterait vraiment de s'intéresser, d'être décrite. Et là, je ne sais pas même si on pouvait utiliser du communautaire. On continue la descente le long du Mississippi, donc Baton Rouge est derrière nous, mais la Nouvelle-Orléans aussi. Et donc là, on a une porte qui permet de quitter la Nouvelle-Orléans et qui permet d'être fermée en cas de montée des eaux. Donc ça veut dire que la Nouvelle-Orléans, en fait, elle a un système en fait, de murailles autour d'elle qui lui permet en fait de fonctionner à peu près comme une île en cas de forte montée des eaux. Et il y a tout un système de pompage qui permet en permanence de rejeter l'eau en dehors de la ville de Nouvelle-Orléans. Et la ville de la Nouvelle-Orléans a tendance à s'enfoncer sous le poids de ces dispositifs. On continue la descente donc, vers le pied de l'Azo. On est dans des territoires qui sont des territoires de pêche. Et là, on est dans un territoire avec une identité forte qui a un impact économique majeur sur le territoire. Donc, on est dans un territoire d'ostréiculture. Alors, ce que vous remarquez sans doute, c'est la construction sur pilotis, ce qui sous-entend prendre des risques d'évolution. Je pense que ça, tout le monde avait bien compris. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant avec cette photographie, c'est qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, je le dis avec froideur et je ne sais pas comment c'est possible de le faire, mais donc c'est l'endroit où il y a une dérivation sédimentaire. Donc, cette dérivation sédimentaire, elle passe dans des endroits avec des activités. Donc, si le premier domaine d'activité, c'est les industries hydrocarbures, en fait, le second, c'est les activités ostréicoles, conchicoles, et c'est une identité forte du territoire de la Louisiane qui est attractif aussi en termes touristiques, notamment à l'échelle des États-Unis, parce que voilà, il y a tout un univers autour de la culture cajun qui, soit dit en passant, n'est pas dans ce territoire-là, j'en parlerai pas, mais un peu plus haut dans le delta. Enfin, on en voit aussi, il y en a aussi des cultures cajun dans le delta, mais en tout cas, la dérivation sédimentaire passe aux endroits des ports, mais elle a un autre problème, cette dérivation sédimentaire, c'est qu'elle va amener de l'eau salée
très directement. Donc elle va bouleverser les osomètres du delta. Parce que pour qu'on maintienne une industrie ostréicole, il faut maintenir un delta. Et si on canalise l'intégralité du delta et qu'on est en train de fixer une embouchure, même avec des volontés de recréer des sols, ces activités ostréicoles et aussi la pêche de la crevette disparaissent. Je suis un peu longue, je vais essayer d'accélérer, je m'en sens. On a des territoires, je continue la descente, donc vers le pied d'oiseau. On a des territoires qui sont des territoires de marais avec une haute valeur environnementale. Et ces territoires de marais, on peut les retrouver à différents endroits dans le delta. Ils sont caractéristiques de la zone. C'est aussi des éléments d'identité majeurs de ce territoire. On le voit ici avec les cyprès, etc. Je pense que j'en ai une autre. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur celle-ci. En fait, c'est un territoire dans lequel il y a des marais, c'est-à-dire que dans le territoire de delta, on a une eau qui fluctue au fil des saisons, au-delà de la dérive, au-delà du changement tous les 1000 ans du lit de la rivière. On a des évolutions, etc., qui sont normales. Donc là, on est dans des évolutions qui sont en cours, qui ne sont pas normales, parce que l'eau ne s'évacue plus de ces territoires. Il est d'ailleurs très difficile dans le delta du Mississippi d'arriver à s'orienter et à qualifier les paysages. Dans une carte, on peut vous indiquer que c'est un lac, que c'est un marais, que c'est un bayou, que c'est une forêt. En plus, sur marais en anglais, il y a plusieurs différences. À l'œil nu, c'est un peu plus difficile d'arriver à les distinguer. Donc là, je vous mets au défi de le qualifier. Et là, on est dans des zones qui, normalement, devraient avoir une eau qui ne reste pas à l'année, qui ne stagne pas. Et ce qui permet aux arbres de se reproduire. Et là, ce que l'on voit, c'est une forêt qui est en train de s'éteindre. Vous voyez, il y a pas mal d'arbres qui sont arrêtés, en fait, dans leur croissance, qui ne se reproduisent plus, qui sont coupés. Parce que l'eau, qu'elle soit salée ou non salée, finalement, qu'importe, est maintenue en permanence sur le territoire. Donc les arbres arrivent à subsister, mais ne peuvent pas se reproduire. Et donc on arrive à une accélération de l'érosion, et cette accélération de l'érosion, elle n'est pas qu'au niveau de la côte. Alors on a des territoires qui se portent un peu mieux, comme on voit là, c'est des territoires de villégiature, mais on voit qu'ils se portent mieux, en même temps, vu la hauteur des pilotis, on peut un peu s'inquiéter. En fait, j'ai continué la descente au sud pour vous demander, mais j'ai pris un autre bayou, donc je suis un petit peu plus à l'ouest. On a des îles qui sont normalement dans la mer, on voit disparition aussi, qui sont des îles de réserve ornithologique, qui sont en disparition, des activités. Donc, oui, une partie de l'exploration de ce territoire se fait en bateau. Donc déjà, le faire à pied, ce n'est pas envisageable. Il y a des bouts qui ont été faits à pied. Par exemple, le bonnet de carré de Skillouet, à pied, avec Jean-Paul Thibault, pour ceux qui connaissent. On pensait faire rapidos. En une journée, on était épuisé. Mais on n'est pas épuisé le lieu. Donc, on a dû aller en résidence dans différents endroits et à chaque fois se réajuster. Et donc, il y a une grosse partie qui mériterait d'être faite en bateau, et comme il n'est pas possible de faire la moitié de son séjour en bateau, il y a énormément de choses qui ne peuvent pas être racontées, mais donc vous en avez quelques-unes, j'ai essayé de rééquilibrer dans le diaporama. Et donc le bateau a été pris avec un ancien pêcheur issu d'une famille de pêche qui a été formé à l'université, qui voit les modifications à l'œuvre, qui refuse de rester les bras ballants, qui a mis à disposition son bateau pour amener des scientifiques, pour amener des scolaires, pour amener des politiques, faire des tournées dans le delta. Alors ça veut dire dans la partie Golfe, dans la partie delta, dans la partie Mississippi et dans la partie des méandres. Avec lui, on a pu circuler sur des territoires qui sont récemment submergés, mais des territoires qui sont aussi encore de villégiature. Avec lui, on a traversé donc, des territoires avec des cultures sur brûlis pour maintenir des terres.
Parfois, avec le bateau, on peut arriver dans des territoires qui sont maintenant accessibles par un bateau, alors qu'avant ils étaient accessibles par une route. Donc là, on peut y aller par une route au moment de la photo, et on ne peut plus aujourd'hui. Donc là, on voit un territoire qui vient récemment d'être abandonné. Donc on voit une série récemment abandonnée, mais en fait, l'abandon n'est pas coordonné. Donc ce que montre avec pudeur cette série d'images, c'est qu'il y a quand même des gens qui vivent toujours, soit dans les bâtiments, soit dans les mobil-homes. Ces mobil-homes font partie de l'aide, on va dire, de l'État. C'est une aide conditionnée, c'est pas totalement une aide généreuse, mais ça permet aux gens, sous réserve de pas mal de conditions, de pouvoir avoir un mobil-home temporairement, parce qu'après ils doivent soit le racheter, soit être évacués, donc c'est pas du tout bon. Et en plus, ils ne peuvent le mettre au même endroit où ils étaient, donc c'est vraiment pas bon. Et en plus, ça se trouve, il n'y a plus d'infrastructure, donc il y a plein de facteurs qui font que c'est vraiment pas bon. Et dans le travail d'enquête, donc là ce que je vous montre, pas une photographie, mais c'est qu'on a été accueillis par des gens et qui nous racontent des réalités aussi. Ces réalités, on est très loin, voilà, des dispositifs évidemment de concertation. Enfin, on est très loin. On ne peut même pas parler du vrai sujet. Et ce que vous voyez sur l'image, peut-être tout au fond, c'est une infrastructure d'ampleur. C'est la nouvelle route en fait. Elle est là. Donc là, on est sur la route qui permettait d'accéder au territoire que je viens de photographier, enfin de filmer en fait. Et puis là, on voit l'échelle de la nouvelle route, et tout ça sur les territoires submergés. Et cette nouvelle route, en fait, donc elle ne prend pas exactement le même chemin que la route passée, puisqu'on ne va pas reconstruire au même endroit, puisqu'on n'a pas besoin de desservir finalement les habitants du reste. Elle a la même finalité, c'est d'arriver à Port-Fourchon, qui est le central la plateforme pétrolière. Et elle est évidemment surélevée, ça donne l'échelle un petit peu du changement qui se met à l'œuvre, qui est à l'œuvre. Ces autoroutes sur pilotis, c'est classique en Louisiane. Et donc ça c'est la LA1 et elle traverse du nord au sud de la Louisiane et elle est entièrement sur pilotis. Elle n'est pas forcément toujours aussi haute, parce que normalement on est avec une eau fleurante, quasiment quand on circule sur cette autoroute. Et alors, quand on suit cette autoroute, donc on arrive à Port-Fourchon, je n'ai pas pris de photo, de toute façon je ne vais pas s'approcher, mais quand on tourne à gauche, on arrive sur une des îles barrières. Et il y a une des îles barrières qui est une île touristique, en tout cas, non pas à l'échelle des États-Unis, mais à l'échelle de la Louisiane. C'est la Riviera louisianaise. Ça s'appelle Grande Île. Et Grande Île, ce que vous voyez là, pour une terme de Riviera, on voit une Riviera qui est un moment de bascule. Parce qu'évidemment, quand on est une île barrière, on est les plus fragiles. Pour l'instant, là, je ne suis pas retournée. Enfin, je ne sais pas s'il sera possible d'y retourner, mais bon, les personnes qui vivent là-bas sont celles avec les plus revenus, donc elles ont des assurances qui leur permettent de reconstruire. Quitte même à éventuellement reconstruire des infrastructures. Donc quand même, quand moi j'ai été la dernière fois, il n'y avait pas d'électricité. Donc, jusqu'à quand? Ceci dit, cette île barrière, elle est fondamentale pour protéger tout ce qui vient. Et ça, c'est la plage à Port-Fourchon, dont on voit des systèmes de protection minimales finalement quand on pense à l'ampleur du souci. Et puis on voit les plateformes pétrolières au loin. Et c'est donc, je suis dans le système d'île barrière, on continue. Et ça, c'est une île barrière, je pense qu'il doit sans doute être submergé. Et j'en ai pas parlé depuis le démarrage, mais dans les communautés qui sont sur place, il y a des communautés amérindiennes. Et donc ça, c'est un mont amérindien qui était... C'est une colline en fait, c'est le haut d'une colline. Alors ok, les reliefs dans le delta, c'est pas quelque chose de très... c'est pas quelque chose d'énorme, on est d'accord, mais voilà, elle est en voie de submersion. Donc il y a des volontés de la protéger, les arbres ne peuvent plus pousser de toute façon, elle est vouée à disparaître. Et je trouve qu'elle est une métaphore aussi de la disparition qui continue des populations amérindiennes dans ce territoire. Et là, on continue depuis les îles barrières, en bateau, autour, sur des territoires submergés récemment. Donc on a seulement 1 mètre d'eau. Et je pense que je termine avec deux images.
Ici, on est sur une autre type d'île barrière. C'est en apparence extrêmement naturel, non construit. Il faut savoir que l'apport de sol n'est pas fait que par les dérivations sédimentaires. Donc là, en fait, c'est des pipelines de sable qui arrivent de ce côté-là de l'image. Donc là, on est côté golfe, sur 50 km de long. Donc pour faire la pipeline, c'est des défis techniques, mais donc il y a des arrivées de sable en permanence pour maintenir cette pipeline. Donc le coût global de ceci absolument démesuré. Bon, il y a plein de littératures qui viennent critiquer tout ou partie de cette géo-infrastructure dans son ensemble. Mais il y a quand même des projets aussi qui sont en d'autres essais, qui peuvent être aussi jugés comme, à d'autres échelles, jugés différemment. Là, par exemple, en fait, le Mississippi est là. Il faut le savoir. Il est là, donc dos à nous, il y a la mer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du nord de Baton Rouge, on est descendu le long du Mississippi, on a fait un tour par les îles barrières, et on est en train de revenir par l'autre côté du Mississippi. Et en fait, il y a une brèche qui n'était pas dans le modèle, et il y en a d'autres, ça fait une super ouverture qui commence à accélérer en fait la perte du pied d'oiseau. Et il y a une association. Une ONG, alors quand on dit association, c'est pas vraiment à la bonne échelle parce que c'est plutôt une ONG connectée à des entreprises aussi sur place, etc., grandes entreprises, le début, industrie, etc., qui ont développé des systèmes de géosol par bac, par filet, et qui viennent poser ces bacs les uns à côté des autres pour refaire des sols, refaire des marais. On était là. Donc cette ouverture, la brèche est là. Et je n'ai pas parlé non plus, il y a des initiatives citoyennes, petites, grande ampleur, d'aller planter. Il y a évidemment, planter ça peut se faire à l'échelle des villes, mais là à l'échelle d'îles barrières, donc de reconstruction d'îles en permanence. Donc voilà, je pense que je vous ai noyé les pieds dans le marais, que pour ceux qui connaissaient, vous n'avez pas forcément eu les aspects théoriques que vous cherchiez. Pour ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes immergés un peu dans ces questions. Et si j'essaie de reboucler du coup avec l'ouvrage, donc c'était une des situations. C'est une situation pour laquelle j'aimerais parler plus, en fait, qui décrit un hyperobjet, en fait. Je pense que certains d'entre vous sont familiers de cette notion-là. J'ai qualifié d'infrastructure socio-technique, mais là, ce qu'on voit, c'est ce delta du Mississippi, ce Mississippi dans son territoire, son sol, sont massivement distribués dans l'espace. Ce Mississippi massivement distribué dans l'espace, il est dans le temps. Il est si vaste qu'il ne peut jamais être appréhendé dans sa totalité. En fait, la source du Mississippi est un sujet, la fin du Mississippi est un sujet. Ce sont il est en partie composé d'artefacts dans la mesure où les humains jouent un rôle dans sa création. Ce delta du Mississippi, en tant qu'hyper-objet, il est influencé de manière volontaire et involontaire par l'activité industrielle, économique, aussi par les stratégies politiques, d'aménagement. À la fois dans le passé, dans le présent, il continue d'être façonné intentionnellement, mais cela ne signifie pas pour autant qu'on ne pourrait jamais être entièrement sous contrôle de l'humain. Il peut agir de façon indépendante et imprévisible. Il peut se développer selon des trajectoires qui sont non intentionnelles, inattendues, qui peuvent entrer et sortir de l'expérience humaine de façon inattendue. Et je trouvais que c'était un cas pour moi emblématique des enjeux auxquels on se confronte sur un urbanisme littéraire. Et si j'essaie de conclure par une troisième partie qui va sembler comme un peu déconnectée de toute cette immersion dans ce territoire, c'est pour essayer de revenir sur les différents apprentissages issus de ces différentes immersions, qu'elles soient dans des modèles ou dans des situations territoriales. Pour revenir sur notre question, en fait, quelle est la teneur de ce geste, en fait, quelle est la teneur du virage, du tournant pour ouvrir l'urbain à sa dimension environnementale, sous-entendu comme sa condition terrestre.
Ce que j'essaie de faire dans l'ouvrage, donc, comme je vous disais, c'est peut-être plus pour adresser des questions, ouvrir des champs, essayer de rassembler, c'est à travers toutes ces études d'avoir de rassembler je dirais, les questions autour de peut-être deux idées. Une, parce que j'ai la slide d'après, ne manquez pas, donc ça ira très bien, en déroulissant. Je vais peut-être revenir à ce début, ce sera facile pour vous. Désolée, alors ça c'est vraiment pas vrai pour vous, l'approche subliminale. Essayer de donc deux choses qui sont faites dans cet ouvrage pour conclure, c'est d'essayer de rassembler les différentes pratiques qu'on pourrait mettre vraiment dans une dynamique environnementale contemporaine, se tournant contemporain de l'économisme. Et j'en ai ciblé trois, sans doute il y en a plus, voilà, ce serait très ambitieux d'être exhaustif, mais essayer de rassembler des grandes familles. Et par exemple, l'urbanisme, enfin l'exemple du delta du Mississippi, excusez-moi, je commence à fatiguer, je pense, donc je ralentis. Mais voilà, l'exemple du Mississippi peut-être relèverait principalement d'une famille relevant de la dark écologie. La dark écologie, c'est un concept avancé par Timothy Morton, qui est un philosophe américain, qui travaille justement sur les hyperobjets. Qui m'a amené à dire voilà, il y a tout un champ de réflexion en urbanisme aujourd'hui qui s'intéresse à des objets ou à des flux ou à des réseaux qui nous dépassent. Et ça, c'est un nouveau sujet, nouveau, pas si nouveau que ça, mais je pense qu'il est encore devant nous, majoritairement encore devant nous. Et donc, dans cette conception-là du renouveau écologique, c'est pas la question d'un urbanisme vert, écologique vert, mais c'est le noir de l'hyperobjet, le dark, c'est le pétrole. Donc, je disais, le Mississippi est un hyperobjet, le changement climatique est un hyperobjet, le pétrole est un hyperobjet. Sur toute cette pensée, je dirais, de l'urbanisme qui s'intéresserait autour des hyperobjets, alors c'est moi qui essaie de rassembler ça sous cette casquette-là, avec sans doute des maladresses, mais on peut viser large, mais toute la pensée sur le métabolisme, par exemple, c'est une pensée de système, de flux, de réseau, de filets. On a, par exemple, une politique autour de l'air, une politique qui travaille autour d'un hyperobjet. Les géo-infrastructures sont des hyperobjets. Donc vous avez ce cas-là, et le cas du Mississippi passe assez bien dans la réflexion sur les hyperobjets. Il y a peut-être d'autres types de pratiques qui sont peut-être les idées qu'on a plus spontanément quand on pense au tournant écologique de l'urbanisme, mais qui sont à une autre échelle, parce que l'échelle de l'hyperobjet, j'ai intitulé ça « Penser grand, agir grand avec les hyperobjets ». Et une autre échelle, à contrario, il y a le penser global, agir local, qui est plutôt l'agroécologie, qu'on pourrait qualifier plutôt d'une part de pratique permaculturelle. Voilà, il y a énormément de travaux sur ces possibles-là, sur ces paysages alimentaires à construire, permaculturels. Sur les deltas du Mississippi, on n'en a rien vu. C'est plutôt, dans ce territoire-là, on verrait ça, des cultures de résistance au niveau de la Nouvelle-Orléans, de subsistance aussi. Mais ce n'est pas vraiment un sujet dans ce territoire-là. Mais ça peut l'être clairement la condition permaculturelle sur le territoire, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes ou à Grenoble. Ce sont des questions qui peuvent se poser, qui sont même, en tout cas à Grenoble, des paradigmes qui sont avancés. Et donc là, si le premier pouvait se qualifier de dark écologie, là on est plutôt dans un système qui est donc d'agroécologie. Et le troisième champ, c'est un champ dont j'ai absolument pas parlé lors de cette conférence, non, quasiment pas, mais sur l'écologie de la profondeur, la deep écologie. Quand on dit deep écologie, ça renvoie tout un système de références qui sont spécifiques, mais j'essaie de le prendre de façon un peu plus ouverte, de le faire rentrer, mais donc c'est plutôt l'écologie de la relation notamment au vivant, mais penser les formes de vie, les milieux de vie,
dans un contexte qui est celui d'une planète considérée comme vivante et que ces relations sont repensées sous l'angle des attachements, de potentialité politique. Cette pensée de la relation, elle se décline dans différents territoires. Je n'ai pas focalisé ma présentation sur le delta du Mississippi sous cet angle-là, mais la relation à ces milieux qui évoluent dans des communautés qui sont différentes pourrait donner lieu aussi à la même présentation de ce territoire sous l'angle de la relation au sol et de la relation à cet espace vivant et à son delta. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais dans les modalités d'enquête, avec mon collègue Jean-Michel Roux, certains d'entre vous le connaissent, je sais, dans cette salle, on avait mis en place, et on n'a pas exploité, mais je pense à tort, et peut-être pour la suite on l'utilisera, mais une forme de question systématique et des plans, on a filmé des personnes avec une question systématique dans les différents territoires pour les mettre dans une condition un peu fictionnelle. Vous êtes le représentant de votre communauté et vous portez un message pour le devenir du delta. Et quel est ce message? Et émerge là des rapports à ce delta, à ce sol, à cette communauté qui sont très touchantes et qui, contre toute attente, font émerger, bien que l'échelle est gigantesque du sujet, des choses qui sont assez profondes et fines à exploiter. Donc, cet ouvrage se termine en partie en rassemblant des types de pratiques et en actant le fait qu'il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, qui soit opposable. Ce sont des approches qui sont contrastées, qui sont nécessaires, qui peuvent s'articuler. Et c'est là où je vais essayer de terminer par là. Enfin, si j'ai le temps, je prendrai une minute encore pour faire le geste, comme une petite réminiscence du démarrage. Mais que ces différentes pratiques, elles se développent aussi. Ce que l'on voit, c'est qu'elles se développent dans des registres, dans des modalités d'action qui sont différentes de ce que l'on peut voir, par exemple, dans le modèle de la vie durable, peut-être dans une moindre mesure patente de la transition. Mais ce que l'on voit, c'est que le registre d'action qui serait que l'urbanisme est du côté, par exemple, forcément institutionnel et forcément dans la construction en tant que telle, enfin l'aménagement, etc., est en bouleversement, est en cours de bouleversement, avec finalement, pour reprendre des termes qui ne sont pas de moi, mais qui sont ceux d'une éco-psychologue américaine qui s'appelle Joanna Massey, qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Le travail qui relie. Elle essaie de comprendre, au titre des individus, comment les bouleversements environnementaux peuvent être assimilés, comment on peut se positionner dans ces bouleversements-là. En fait, une partie de ces travaux permet, en fait, je trouve, est un cadre que j'ai mobilisé, qui est assez intéressant, que je trouve très intéressant pour essayer d'organiser aussi la pensée ou les possibles et les potentiels d'action à des échelles collectives. Et à l'échelle collective de l'urbanisme, si on reprend, on va dire, ces trois modalités d'action avec des extrapoles, je les trouve très intéressantes. En fait, finalement, quel que soit le champ d'action de dark écologie, d'agroécologie, de deep écologie, et peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été cités, qui mériteraient de l'être, et qu'il faut investiguer, mais en fait, quels que soient ces domaines d'action, la façon de les appréhender est aussi quelque chose de prépondérant. Et elle définit les modalités d'action comme la métaphore d'un tabouret à trois pattes, à trois pieds. Et s'il y en a un qui tombe, en fait, le système est vraiment pas tenable et bancal. Et ces trois modalités d'action, c'est la première, c'est susciter des alternatives. Ça voudrait dire que l'une des fonctions de l'urbanisme, c'est faire connaître la tracée et donc d'essayer d'en trouver, donc d'être dans cette alternative. Ce que l'on retrouve finalement dans le durable, c'est un pas de côté, mais aussi dans la transition, dans le fondement, c'est impropre, l'alternative. Le deuxième élément du tabouret, la deuxième modalité d'action, c'est l'opposition, en fait. Et ça, donc s'opposer à des projets qu'on considère comme non pertinents. Remettant en cause la viabilité ou l'habitabilité de ce territoire, de ses habitants, dans son ensemble. Et puis, donc ça, c'est
On peut le voir autour de nous, mais c'est à la fois une actualité, ces oppositions, et en même temps, c'est aussi pas une actualité. Dans le champ de l'urbanisme, on est à un moment de bascule, mais voilà, se dire que ça fait partie de ce tournant, ça veut dire que soit les urbanistes sortent aussi un petit peu de l'institutionnalisation, ou soit il n'y a pas que les urbanistes qui prennent en charge le projet de voilà, donc c'est une renégociation, redéfinition. Puis le troisième élément du tabouret, c'est le renouvellement des perceptions. Et donc, par exemple, par ces images, par le fait que je raconte cette histoire du delta du Mississippi, c'est une forme de renouvellement des perceptions. Et qui est nécessaire pour pouvoir prendre le pouls d'un territoire et des bouleversements qui sont en cours à l'œuvre. Et j'aime bien cette idée que les trois, en fait, doivent être tenus ensemble, pas forcément à l'échelle d'une même personne, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément bon pour parler des renouvellements de perception. Tout le monde n'est pas forcément bon pour aller s'opposer. Tout le monde n'est pas forcément bon pour trouver des alternatives dans le monde un peu institutionnel, ou bricolage, ou grande échelle, etc. Mais que ça pourrait former une communauté. En tout cas, se dire que, finalement, que d'autres et d'autres modalités d'action, en fait, ça participe d'un même tournant. Je trouve ça assez reposant, en fait. Reposant dans le sens où le sentiment d'une communauté large. Voilà. Et je sais pas, je pense que j'étais pas bonne du tout au niveau du délai, donc je pense que je peux pas vraiment vous lire la citation que je voulais vous dire pour conclure, sur retourner sur le geste. Regarde, c'est foutu pour foutu, c'est ça. Et en fait, je l'ai choisi, mais vous me direz que c'était pas nécessaire. Mais je voulais revenir sur cette petite virgule du flusseur, non pas comme une conclusion qui viendrait tout clore, parce que finalement, peut-être que c'est simplement une belle façon de le dire, mais ça peut peut-être ouvrir le débat, je n'en sais rien. Disons que c'est une belle façon de le dire. Donc, terminer sur le geste, donc le geste écologique de l'urbanisme. C'est à partir du geste de planter que Flusser propose une interprétation du geste écologique. Si a priori, tout laisse à croire au premier regard que ces deux gestes sont assez similaires, Flusser montre au contraire l'un est le retournement de l'autre, et elle, je cite, « La coexistence de ces deux gestes est une démonstration de notre crise existentielle. » Donc, en gros, il dit « Planter n'a rien à voir avec l'écologie. » On continue. Pour Flusser, toute crise existentielle se manifeste par un changement de geste. On va l'expliciter. Donc, il cite l'exemple des chasseurs-cueilleurs dont le geste, je cite, de guetter, de faire des filets, de classifier, de se laisser surprendre par la nature a été remis en question par le progressif envahissement humain par la forêt il y a à peu près 8000 ans. Et c'est le geste de planter, un geste stratège, je le cite, propriétaire et guerrier, fin de citation, qui succéda à ceux de chasser et de cueillir. Donc je cite, planter, c'est arracher les arbres pour faire pousser de l'herbe qu'on plante dans les trous, même si ce n'est pas de l'herbe qu'on plante dans les trous, par exemple, des industries ou d'autres arbres. Fin de citation. Planter, au sens large, donc, ce qui peut comprendre urbaniser, revient donc à nier la forêt. Le geste représente de fait un double renversement, d'abord par rapport à la chasse, ensuite par rapport à la nature, car le geste oblige la nature à se soumettre à l'intention de l'existence humaine tout en obéissant à ses propres règles. Et alors après, il essaie de définir ce geste écologique. Et, je voulais vous le partager parce que sa métaphore, je la trouve, elle m'avait surprise. Donc le geste écologique tente, lui, de sauver la nature et par là même l'existence humaine. Il est opposé au geste du planteur. Pour résumer, l'écologiste veut l'arbre, le planteur veut arracher et brûler l'arbre pour planter de l'herbe dans le tronc. C'était la petite bout de citation. L'un pense historiquement et politiquement, le planteur, c'est-à-dire l'urbaniste. L'autre, cinétiquement, donc l'écologiste pour qui tout est question de lien. Il s'agit de deux univers différents dont la comparaison est impossible. Alors évidemment, cela sous-tend des questions. Cela sous-entend donc qu'il n'y a aucune alternative entre le geste du planteur et celui de l'écologiste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le geste de se raser qui constitue pour moi une ligne de crête qui permet peut-être de comprendre autrement cette dialectique et donner corps au geste d'un urbanisme terrestre.
Alors, le geste de se raser. Alors, je passe parce que c'est un peu long. Le geste de raser qui, comme toujours chez Flusser, est plus vaste que celui de tenir un rasoir, mais peut comprendre celui de tondre comme d'urbaniser, est une expérience de la limite. Le rasoir glisse sur la peau et la douleur guide le geste pour qu'aucun sang ne coule. Le geste de se raser montre la peau, il la met en évidence. Je cite, « C'est une affirmation de la limite entre moi et le monde. » Fin de citation. En ce sens, l'urbaniste est un geste qui donne à voir, ou pourrait être un geste, qui donne à voir la peau du monde. Il peut prendre différentes tournures, dès lors, vouloir ordonnancer la peau ou simplement la laisser exister. Dans tous les cas, il la révèle et cette peau a une épaisseur devenant des singularités une part terrestre. Elle gagne en épaisseur à mesure que l'on quitte la modernité, les plats du ça, c'est en référence à un autre moment de l'ouvrage à propos de Raymond Banham. Dans une perspective terrestre, cette peau prend la forme peut-être d'une zone critique, ancrée dans le sol, dans l'air, pluriel, relationnel. Et le geste de l'urbanisme vise alors à construire un art de la description, et non pas de la synthèse qui uniformiserait la peau du monde, c'est-à-dire de cette part terrestre. Alors cette description resterait un art de la surface, car comme l'explique Romain Bertrand dans Le détail du monde, ou l'art perdu de la description de la nature, rien ne se ressemble jamais plus qu'en profondeur. À la surface, il s'agit plutôt d'épeler les apparences pour mieux éprouver les présences. La peau du monde y fait apparaître l'infinie variété des êtres vivants comme nulle part ailleurs, des destinées singulières. Se placer à la surface du monde, le décrire avec soin pour que, dont je cite Romain Bertrand, l'arbre compte plus que la forêt, l'oiseau plus que la nuée. C'est peut-être ça, le geste d'un urbaniste terrestre. Ouais. Merci. Je vais faire tourner un micro s'il y a des questions. Vous m'entendez bien? Ouais, moi parfaitement. Vous m'entendez pas? Je vous entends parfaitement. Ok. J'ai une interrogation sur l'inverse. Je voulais savoir, je me suis rappelé que vous êtes arrivé, mais est-ce que c'était avant ou après le mouvement de Katrina? C'est après. Et parce que qu'est-ce que ça a pu changer ou non, parce qu'on les recherche pas. Ouais. Justement, moi je suis arrivée après, donc même plus de 5 années après. Et puis j'étais là après plus de 10 années près. Donc il y a des mobilités. Donc je n'ai pas connu Katrina, je ne connais que les recherches de Katrina, les recherches post-Katrina. Et je pensais, je n'avais pas connaissance en arrivant vraiment bien de l'aspect systémique dans son ensemble, comme je viens de le montrer. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai bien pris encore la mesure de l'aspect systémique dans son ensemble en fait. Je pense que sur ce chemin, dans ce chrono, mais je ne sais pas à quel endroit du chemin je suis. En tout cas, au démarrage, je n'avais pas conscience de l'ampleur des choses. Et je voulais dire une autre chose, donc c'est clairement les sujets singuliers, puisque l'avancée de la mer, l'avancée de l'eau de façon générale, elle est aussi liée à des événements climatiques comme Katrina. C'est des événements qui ponctuent la vie de ce territoire, dont on n'entend pas forcément parler, parce que Katrina, ça a dévasté une partie d'une zone très urbaine, donc des quartiers, c'est ce quartier qui se situe là, voilà. Donc, tous ces quartiers qui sont à l'est de la Nouvelle-Orléans, donc maintenant mieux protégés, mais des événements similaires continuent à l'arrivée. Quand on traverse ce territoire, finalement, je n'ai pas mis une photo sur ça parce que il y a une ligne de crête entre optimisme et défaitisme, mais il est très très facile d'être défaitiste dans ce territoire. Et donc, par exemple, une des images qui est peut-être la plus emblématique pour moi du territoire, c'est quand on roule. Et j'ai plein de plans comme ça qui sont peut-être à venir, avec des maisons, avec des toitures bleues, c'est des bâches bleues, c'est-à-dire qu'une tempête a eu lieu. Nous, on sait quand est-ce qu'elle a eu lieu, peut-être un mois avant, mais peut-être un an. Et donc, les toits sont bâchés, parce qu'il n'est pas possible d'avoir des charpentiers ou des couvreurs qui viennent refaire les toits de tout un territoire en même temps. Donc, les gens, s'ils sont encore dedans, vivent avec là. Et puis, on a aussi des territoires qui sont avec des déchets accumulés, parce qu'ils ne sont pas ramassés.
Mais ces déchets sont des déchets de grande ampleur, c'est des déchets des infrastructures ou des déchets des maisons. Et on peut, voilà, donc Katrina en tant que telle a été très documentée. Les autres phénomènes climatiques d'ampleur le sont moins. On peut pas, enfin le sont tout autant, mais se pose d'autres questions parce qu'on n'est plus en milieu urbain dense. On ne peut pas passer à côté. Enfin, c'est dans le paysage urbain, dans une évidence, c'est dans l'actualité des gens. Et l'autre élément, c'est que Katrina, c'est un marqueur fort qui a engendré différentes politiques de protection et aussi qui a eu des effets voilà, d'éviction en fait, de personnes vulnérables qui continuent d'être reproduites dans le territoire à deux échelles. Et ce sont aussi, l'après-Katrina, ce sont des mobilisations, donc 10 années après Katrina. Donc là, j'étais dans ce territoire. Des mobilisations dans la partie Nouvelle-Orléans, et avec un slogan dont je n'ai pas parlé, mais qui a été le titre du projet de recherche dans lequel il y a eu ces investigations. Et ce titre de projet de recherche reprend un des slogans, un des panneaux, voilà, et qui s'intitule Still on the Map. On est toujours sur la carte. Et voilà, quand je le dis, j'en ai un frisson. On est encore sur la carte. Et c'est-à-dire, même si la carte évolue, il y a peut-être plus de sol et on est encore sur la carte. Et on est où sur la carte? On est quoi sur la carte? Et c'était l'objet voilà, de la recherche. Et c'est un gros sujet. Voilà. Donc, merci d'avoir posé cette question parce que je n'ai pas du tout articulé cet événement climatique majeur. Recherche qui ont été menées, aussi les travaux de Stéphane Tonda qui ont été menés par Katrina, qui sont très intéressants, urbains. Voilà. Ça peut être aussi un ressenti, hein. Il faut juste avoir une question. Si les étudiants d'abord. Oui, oui. Peut-être un petit commentaire, une surprise, un truc que vous savez qui vous a dérangé, un truc que vous avez pas associé. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant et je me suis questionnée sur quand vous avez parlé de la disparition de la profession d'urbanisme sur ce territoire. Est-ce que c'était lié à une volonté politique? Et justement, vous avez parlé de reconversion aussi des personnes. Voilà, je voulais en savoir un peu plus. Ouais, merci pour la question. Je pense que c'est dans ma recherche à continuer, c'est un sujet que j'ai envie d'investiguer plus. Donc avoir dit disparition déjà présupposait qu'il y avait de l'urbanisme sur place, ce qui déjà mériterait d'être démontré. Ou alors à bien comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, ce que ça voulait signifier, mais il y a bien voilà, des stratégies d'aménagement sur place, aménagement économique sur le long terme. Hein. C'est un delta qui a été déforesté, si on prend sur le très long terme, déforesté 2 fois pour construire les États-Unis. C'est le premier cataclysme écologique de ce territoire. Qui a été les champs de coton, c'est là, c'est la fameuse cancéraliste, c'est exactement la même année, vous avez les parcelles. Donc il y a bien eu des stratégies d'aménagement, mais ruralistes, voilà, système d'exploitation économique de ce territoire, avec des publics souvent et à l'origine considérés comme captifs. Les gens, quand c'était cette forêt qu'il fallait déforester, qu'il fallait couper, entretenir, c'était des gens, c'était des personnes vulnérables qu'on envoyait souvent de façon forcée travailler dans ce territoire et qui venaient du nord des États-Unis. Mais il y avait aussi des populations autochtones. Donc ce territoire, il a été administré souvent par des extérieurs et par des gens qui représentent des communautés externes, pour dire comme ça. Donc déjà, pouvoir vraiment dire quelles sont les stratégies d'aménagement, dire qu'il y a un seul urbaniste sur place, tout ça, et qu'il y avait un urbanisme, c'est pas évident. Hein. C'est pas comme travailler à Chicago, où là il y a un département d'urbanisme, c'est le premier qui se crée au monde, enfin, on peut dire, utiliser le mot.
Là, ça accroche un peu. C'est pas bien, il y a de l'aménagement du territoire, il y a des choses très urbaines, comme la ville de Nouvelle-Orléans, qui ressemble vraiment à une ville européenne. Voilà, l'ensemble est plus complexe. Il y a des aménagements qui sont clairs au niveau des campus, comme par exemple la Baton Rouge, tout ça. On ne peut pas vraiment dire complètement qu'il y avait eu un urbanisme vraiment très institutionnalisé. Il n'y avait jamais eu à grande échelle, d'institutions qui puissent garantir un urbanisme comme le partage, communément partagé de la pensée totale. Donc ça, on ne peut pas vraiment dire. Donc disparition, c'est sans doute déjà un peu caricatural de ma part, ça mériterait d'être nuancé. Et après dire, il y a des reconfigurations, ça c'est sûr. Donc moi, je m'attendais à trouver une fac d'urbanisme, par exemple. Donc elles vont fermer. Donc ça, il n'y en a plus. C'est vrai que l'urbanisme, c'est très culturel, donc on peut trouver des pays où il n'y en a pas, ou alors qu'ils soient dans l'une ou l'autre des disciplines. On peut le retrouver en droit, on peut le retrouver en géographie, on peut le trouver en urbanisme, en archives, en paysage, on est adaptable, mais là je voyais bien qu'il n'y en a pas. Dans les formations, ce qu'on voit comme formation, pas mal à la Nouvelle-Orléans, c'est des formations en études urbaines. Et ça, c'est que côté la Nouvelle-Orléans. À Baton Rouge, on ne trouvera pas des formations en études urbaines. Et donc, on va avoir des formations plutôt autour des vulnérabilités, gender studies, black studies. Donc, c'est plutôt études urbaines que les systèmes de gouvernance. Les outils, les systèmes d'acteurs, ça, ce sera sous l'angle de la critique de la politique publique, la critique de l'aménagement, mais pas sous l'angle de la fabrique. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a, j'ai pu rencontrer des gens qui ont été urbanistes dans ce territoire ou qui ont formé en urbanisme, qui peuvent raconter leurs évolutions professionnelles qu'il faudrait prendre avec, recontextualiser pour raconter un peu plus ces trajectoires. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que donc, les aménageurs, il y a des aménageurs économiques, clairement, qui sont maintenus. Il y a tout un champ autour de l'ingénierie, donc l'ingénierie hydraulique et l'ingénierie écologique. Donc ça, c'est une voie de réorientation claire et qu'on a moins clairement, il me semble, en France aujourd'hui, d'avoir des écologues qui sont en train de faire la dérivation sédimentaire, reconstituer des sols. Donc c'est des valeurs qui me tiennent complètement à cœur, cette prise en compte de l'environnement. Mais j'aimerais qu'à titre personnel, qu'elle soit articulée avec des savoirs, des concertations. On ne parle pas des concertations comme co-construction, comme co-design, mais de base, de prise en compte des activités socio-économiques, des territoires, dans leur diversité, un peu dans leur subtilité quand même. Et donc là, on voit ça, donc une technicisation et une désocialisation du métier. Donc elle est désolidarisée des institutions en tant que telles, des institutions publiques. Et on voit des personnes qui sont en responsabilité de leur paroisse, son équivalent, qui sont des ministres en fait. Elles n'ont ni de service ni d'interlocuteur. Voilà. Donc il y a un peu donc dans les parcours, on voit quelqu'un qui enseignait l'urbanisme, qui avait des financements en urbanisme, il n'y en a plus. Donc finalement, il a fini une carrière un peu plus tôt, mais il a plutôt réorienté sur histoire environnementale. Des villes, des territoires, pour ne pas être dans des critiques directes des projets et ne pouvant pas être associé au projet. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a pour ceux qui restent à peu près dans le milieu, notamment ceux qui travaillent au Coastal Sustainability Studio, qui sont ceux qui sont à l'origine du fameux musée de l'eau qui est à Baton Rouge. En fait, c'est la question c'est des stratégies d'adaptation appliquées pour les communautés, donc ça qui sont développées. Et pas pour les communautés, à l'échelle de l'unité d'habitation en fait. Et en fait, il y a une reconfiguration de l'échelle de ce que tu peux considérer comme être l'échelle de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'est-ce que tu mets en commun dedans et reconfigurer parce que ça devient de plus en plus petit en fait.
Et je n'ai pas décrit, mais par exemple, il y a des stratégies urbaines qui sont développées par des communautés en elles-mêmes. Donc si elles arrivent à lever un impôt suffisant, ce qui dans ce territoire, en question d'impôt, n'est pas une évidence. Et par exemple, il y a une communauté, Cajun, qui est une communauté de crevettes. Le nom va me revenir, il faut laisser un petit peu de temps. Comment je peux l'oublier? Je vous ai même pas fait de photo sur ça. Bon bref, qui lève un impôt qui lui permet de créer, en fait, dans sa communauté est organisée autour d'un bailli. Et elle va être submergée par la montée de la mer. Donc en fait, elle fait un système de levée autour de sa ville qui inclut le bailli, avec 2 systèmes de portes, entrée et plus, sortie, voilà. Et elle fait la hauteur de sa digue en fonction de la capacité d'imposition des populations. Et donc, il y a bien, on va dire, un projet d'urbanisme, de maintenir des activités, d'avoir des infrastructures, mais en fait, l'échelle est-elle la bonne, parce qu'au final, ils vont finir par être une île. Voilà, jusqu'à quel point. Donc, cette question d'échelle, voilà. Les compétences, comme je le disais tout à l'heure, sur le domaine ingénierie, environnementale et sociale, qui sont en train de se décaler. Et la question d'échelle se décale aussi. Et puis, je pense à la question d'être... je disais d'aller côté, quand on voit les bascules vers les études urbaines, on voit aussi une bascule du côté, on quitte l'institutionnalisation pour passer de l'autre côté, vous savez, dans les 3 pieds du tabouret, on devient plutôt, on quitte la possibilité de faire des alternatives, elles sont à petite échelle, on est plutôt dans le 2e pilier du tabouret, dans des oppositions, qu'on a pu voir, des gens qui au final partent à la retraite et vont se mettre au service des communautés pour s'opposer à une pipeline, pour s'opposer à un truc. Et on a le 3e élément, donner à voir, donner à retranscrire le territoire. Moi, je ne me sentais pas légitime en arrivant sur ce territoire. Je ne savais pas ce que je foutais là. Franchement, je ne suis pas formée à faire de la comparaison. Je ne parle pas excellemment bien anglais. Je ne connaissais pas suffisamment. On est bourré de naïveté. Mais en fait, on est attendu parce qu'on peut plus parler que les gens qui sont sur place. On a plus les mots. En fait, pour refaire une recherche, il faut un minimum de financement. Il faut être en adéquation avec la politique de son établissement. Et les chercheurs sur place, bien qu'ils pensent exactement la même chose que toi, bien qu'ils te le disent en off, ils ne peuvent pas le dire ni le faire publiquement. Ils ne peuvent pas publier. Enfin, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens ne leur sont pas donnés. Donc, il y a une volonté, une attente en fait, de pouvoir dire. Alors après, l'attente ne pourra pas apporter de solution, mais pouvoir continuer de le dire, c'est important. Pour ceux qui sont restés trop immergés de façon institutionnelle dans le système. Par exemple, un collègue en aménagement et urbanisme qui a dû se retrouver dans un autre service, dans un autre département, il n'est pas libre de pouvoir dire des choses, de faire l'enquête, il ne peut pas aller à la rencontre si facilement des différentes communautés pour décrire ce que ça fait quand le sol s'est dérobé. Voilà. Et moi j'ai fait des travaux d'enquête avant. C'était pas la 2e ère Trump quand on était. Donc, là, voilà. Ça pose question. Voilà, j'espère que je réponds un peu à votre question sur la configuration de profession. Oui, je veux bien vous tenter aussi d'ouvrir un peu la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation, cet éclairage international que tu nous amènes dans notre semaine de réflexion avec des cas très finlandais qui nous sortent un peu aussi de notre ancrage local là. Mais j'aurais peut-être plein de questions sur le cas du Mississippi et puis notamment quasiment la surprise et la chose de voir un peu l'insolence capitaliste de maintien d'activité pétrochimique, les plus grandes infrastructures et dédoublement d'infrastructures existantes sur la tentative de résistance et de non-considération d'un futur proche, en termes d'impossibilité d'habiter et d'impossibilité de pratiquer ces territoires-là. Donc, ce serait un sujet que tu as déjà bien abordé. Mais peut-être plus ouvrir la discussion sur des questions qui nous préoccupent, je pense, de part et d'autre dans cette école avec plusieurs collègues, d'apport, comme ton HDR, ton ouvrage, à nos enseignements en urbanisme et la manière dont
c'est peut-être juste une invitation à la discussion avec toi là-dessus, de la manière dont ça peut faire bouger aussi nos enseignements, nos manières d'enseigner, la manière dont des étudiants en urbanisme, peu importe leur horizon disciplinaire, se forment à cette matière-là ou sont formés à cette matière-là. La manière dont nous bougeons aussi nos lignes et tentons des expérimentations en termes de transversalité des thématiques avec un enseignement qui revendique le croisé, territoire, travail, écologie, etc. Mais voilà, peut-être inviter à la discussion aussi là-dessus, comment est-ce que ça atterrit dans vos discussions internes, en tout cas entre collègues, en réseau thématique, puisque c'est aussi un sujet. C'est une question intéressante. Voilà, je vais en prendre qu'à titre personnel sur cette question, bien évidemment. Je pense que l'enseignement, pour moi, dans les enseignants-chercheurs, il y a un peu deux types de personnes. Il y a ceux qui sont gouvernés par la recherche, pilotés par la recherche, et ceux qui sont plutôt pilotés par l'enseignement. Et bien moi, je pense que je fais partie de la catégorie des enseignants. C'est mon intuition, c'est ma perception, peut-être qu'elle est fausse. Mais je pense que cette HDR, elle est issue de ma pratique d'enseignante, en fait. Et en retour, elle réalimente, elle réinterroge. Mais ma pratique d'enseignante, par exemple, à Grenoble, moi j'avais été recrutée pour... déjà, mon recrutement, il est dans une reconfiguration d'urbanisme. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va recruter dans une institut d'urbanisme? Quelqu'un qui a une thèse en esthétique, tu vois. Alors, un architecte, c'était habituel, parce que pour animer le projet, mais une thèse en esthétique, quelqu'un qui finalement refait rentrer une dimension d'humanité, au sens disciplinaire, dans des instituts, dans des formations qui sont des formations en sciences sociales majoritairement, aujourd'hui, bien qu'à l'origine, lors de la formation en France, il y avait des philosophes, il y avait plus de sociologues, il y avait des historiens. Donc tout d'un coup, on re-rentre un petit peu la discipline de l'humanité. Donc je pense qu'au démarrage, moi-même, je m'inscris dans l'évolution de la discipline et aussi de une sensation d'être en crise, besoin de se reconfigurer. Et j'ai eu l'occasion, durant ces 10 années grenobloises, de créer et de faire vivre un master en fait en urbanisme qui postulait la difficulté à agir et la nécessité d'enquêter et de prendre soin de ces territoires, de prendre au sérieux les dispositifs d'enquête et la représentation des choses avec, je dirais qu'avec les étudiants, on a testé des choses parce qu'on n'est pas une posture il y a une posture de sachant, parce que forcément, on connaît un peu mieux les territoires, on connaît mieux les méthodes, mais on a quand même, depuis des années, avec Nicolas Tixier, vous connaissez sans doute, testé pas mal de choses. Et on était à la rencontre de territoires assez divers. J'étais attentive à tester différents dispositifs, mais pas tester pour tester, les investir sur le temps long. Et je pense que les éléments qu'on voit, par exemple, des éléments de méthode, ont clairement été testés d'abord dans des ateliers de projet avec des étudiants. C'est-à-dire traverser le territoire, faire l'écoute. Finalement, moi j'ai appris à filmer en apprenant à filmer aux étudiants, clairement. Je le dis, donc j'avais le cours de représentation, on apprenait le cadrage, tout ça, puis ça a pris des proportions assez fortes. Alors après arrive ce travail-là, qui est fait aussi pour essayer de comprendre ce que l'on fait sans savoir, comme M. Jourdain quand il fait la chose, et de se donner une sensation de recul dans cette sensation d'urgence, en fait. Donc c'est dilater un peu le temps. Et qu'est-ce que j'en retire, en fait, au-delà de la contextualisation quand j'ai fait, en fait, la période grenobloise s'est terminée. Et je dois quand même prendre acte pleinement de ça. C'est-à-dire que cette volonté de configuration interdisciplinaire, dans le master, j'avais une volonté de faire se rencontrer différentes disciplines, des architectes, des paysagistes, des gens qui sont en sciences sociales, etc. Elle a été portée, mais c'est fragile. Et donc s'il n'y a pas les moyens qui vont derrière, donc c'est fermé. Donc j'ai compris la fragilité aussi du dispositif et des investissements. Et quand les investissements sont même portés avec des petits collectifs, mais à petite échelle, c'est fragile. Je pense qu'on a quand même remué des lignes, remué des choses
à l'intérieur des étudiants, des étudiantes, et aussi auprès des collectivités locales, de l'agence d'urbanisme de Grenoble, etc. Tout ça pour dire que quand j'ai eu mon oral de recrutement pour le poste parisien, cette question m'a été posée. Allez, qu'est-ce qu'est la reconfiguration de l'enseignement? C'est que vous avez monté un master, c'est un master unique en France, et donc là vous êtes professeur, vous venez à Paris, donc quel master vous avez monté? Et j'ai dit en fait, non, en fait c'est fini, j'en monte pas, je ne veux pas en monter un plus, je veux qu'on fasse des renouveaux d'offres de formation ensemble, à tous les masters confondus, quoi. Et donc, parce que si on en crée un, on doit en fermer un, de toute façon, donc c'était pas le sujet. J'ai senti qu'auprès des collègues, c'était quelque chose qui touchait. Alors pour moi, de tenir cette ligne est très difficile, parce que j'ai juste envie de pouvoir faire des terrains, des ateliers et des enseignements comme je le veux, en fait. Mais j'ai plutôt pris une posture d'entraîner plus largement. Et elle est difficile. Elle est difficile, mais voilà, ça porte quand même ses fruits. À l'école d'urbanisme de Paris, donc c'est pas exactement le lieu où j'enseigne, c'est là en fait on partage le même laboratoire de recherche. Cette posture a trouvé sa résonance et l'offre de formation a été entièrement refaite au prisme des vulnérabilités environnementales et sociales. Et donc je trouve que ça c'était très ambitieux. Et dans d'autres collectifs d'enseignement dans lesquels je suis, ça n'est pas forcément possible de le faire avec cette temporalité de renouveau de l'offre de formation. Mais j'essaie d'entendre toujours les dynamiques. Généralement en recherche, aujourd'hui, en tout cas les collègues que j'ai, sont tous sur des transitions socio-écologiques. Donc à partir de là, d'opérer ces transformations à une échelle plus systémique. Et aussi, à l'échelle du laboratoire, on a accompagné ça par le renouveau de l'évolution subtile de l'objet scientifique et une attention à l'empreinte écologique de notre recherche. Donc on crée un dispositif permanent, on a une culture commune pour engager les modifications. Après, si on me met j'ai repris un atelier, en plus j'ai pas eu d'atelier en démarrant, en arrivant à Paris tout de suite, mais j'ai essayé de reprendre. Il est facile ce que j'apprends de la comparaison, c'est qu'il est quand même plus facile de voir des choses étonnantes dans un contexte que l'on ne connaît pas que dans le contexte que l'on connaît. Donc, par exemple, en termes très pratiques, effectivement, j'amène sur des territoires de rivière, qui n'étaient pas mes territoires avant d'aller sur le Mississippi, les étudiants. Donc, je suis en charge, j'ai la responsabilité du master international en urbanisme de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Donc là, c'est des étudiants qui sont partout dans le monde. Et donc, je les amène à marcher. Là, cette année, on a marché le long d'une rivière, qui est la Bière, et qui est toute petite. Donc, c'est une quarantaine de kilomètres par rapport à ça. Mais finalement, on retrouve toutes les mêmes choses que l'on retrouve ici, sauf la dérivation sédimentaire. On a l'écologisation, voilà, la découverte, on a plein de choses, on a plein de territoires. Et je me dis que voilà, si déjà les étudiants, ils repartent chez eux plus tard avec l'idée qu'en France, on réouvre des rivières, non, qu'il y a des rivières qui sont enfouies, qui sont artificialisées, que d'ailleurs toute rivière est artificialisée, c'est déjà gagné, sur des éléments basiques, et qu'il y a des processus d'écologisation à l'œuvre qui sont très complexes, c'est aussi déjà gagné, et qu'en plus, dans un territoire, en tout cas en Europe, on peut marcher partout, et c'est quelque chose qui doit pouvoir retenir le nombre d'étudiants qu'on amène marcher internationaux qui disent « je pensais pas que c'était possible ». Franchement, pourquoi on n'a toujours pas été arrêté ce mot « arrêté », voilà, s'il y a une propriété privée, voilà, on a toujours une manière, pour l'instant, de passer. Et donner ça comme possible à des étudiants, c'est assez incroyable. Voilà, donc finalement, les choses basiques qu'on faisait avant, c'est la police. Mais donc, je ne faisais pas la marche le long de la rivière, et maintenant je le fais. Puis en plus, en Ile-de-France, il y en a beaucoup. Et la bière, elle a été assez médiatisée, mais on ne la connaît pas bien dans toute son ampleur. Donc, j'amène les étudiants, donc on part de Gare d'Austerlitz, donc passe à la Seine, donc là, nous sommes les territoires. On remonte, on traverse Paris, voilà, la Paris de Moulins, etc. On sort par la place, la porte du Cali, quasiment, putain des Peupliers. Après, voilà, Antony, Gentilly, les postes d'ouverture, et puis après, jusqu'à Saint-Quentin, au milieu.
pas en une journée, mais finalement on revient un peu avec les mêmes avis. Et j'essaie de le faire sans aspect militant, parce qu'on a même des étudiants et puis j'essaie d'aller largement les collègues. Et aussi, je suis en train de me dire que en fait, il y a des institutions, quand on parle d'institutions empiriques dans le Delta, par exemple, et ben, finalement, je me rends compte que le monde de la bière, il y a plein d'organismes de gestion des eaux, des syndicats, etc., qui ont besoin de participation d'associations. Ces associations sont vieillissantes. On est dans des périurbains de grande ampleur. Et que finalement, on pourrait, notre atelier sur plusieurs années, là, le monde de la bière, pourrait totalement être légitime pour parler. Et l'école d'ingénieurs de la ville de Paris ayant dynamique cet ancrage engagé en faveur de la transition socio-écologique, elle a volonté aussi d'être actrice dans son territoire au-delà des institutions publiques. Donc on est en train de réussir à monter une association sur les rivières urbaines franciliennes et pouvoir du coup être acteur à l'échelle des villes. Voilà, bon, on va voir, c'est très embryonnaire, mais c'est un autre registre, donc j'essaie de... Merci, moi j'ai pas c'est trop particulier. Est-ce qu'il y a une ou deux questions d'interrogation? Mais à mon avis, on va les faire demain en tout. En plus, on a les deux. Non, mais je pense sur la pédagogie et le lien, en tout cas, la technique d'enquête aussi, c'est important. En fait, les événements sont des instruments, le film, les manières de voir les choses qui seraient vraiment intéressantes. Je pense qu'on le fait. On a eu beaucoup d'études aux États-Unis en pédagogie. Oui, on m'a dit qu'il y avait Los Angeles. C'est ça. Et non, mais c'est. Je pourrais pas dire. Voilà, merci beaucoup pour l'échange aujourd'hui et les autres.